Yaorana et bienvenue dans Manava. La transition alimentaire a pendant longtemps été considérée comme quelque chose d'abstrait. L'actualité nous prouve que ce n'est plus du tout le cas et que c'est même devenu un enjeu crucial pour nous tous. Comment la Polynésie fait face à cette question? Pour y répondre, nous accueillons aujourd'hui Caroline Vinet, diététicienne et chargée de projet en santé publique, Yaorana Caroline. Yorana Stéphane. Philippe Courreau, directeur de l'agriculture, Yaorana Philippe. Yorana Stéphane. Janice, Yaorana. Yorana Stéphane. Quelle est l'origine de la transition alimentaire? Eh bien, à l'origine, la transition alimentaire est le processus par lequel une société modifie sa manière de produire et de consommer des aliments. La première transition alimentaire a eu lieu il y a 400 000 ans lorsque nos ancêtres commencèrent à cuire la nourriture. La deuxième marque l'implantation de l'agriculture il y a 12 000 ans en Mésopotamie. Et aujourd'hui, on considère que nous vivons notre cinquième transition alimentaire. L'industrialisation de la production alimentaire a eu pour objectif d'accroître les rendements en produisant en masse au détriment d'un apport nutritionnel sain. Aujourd'hui, les ressources se raréfient et les maladies de civilisation comme l'obésité, le diabète ou encore l'hypertension touchent de plus en plus de monde. Et face à tout cela, eh bien, nous devons transformer notre système alimentaire afin de le rendre plus sain, durable et solidaire. Caroline, on parle de transition alimentaire, mais aussi de transition nutritionnelle. Quelle est la différence s'il y en a une? Alors, il n'y a pas de différence, la transition alimentaire, c'est la transition nutritionnelle. Nous, en Polynésie, on a fait le choix de parler de transition alimentaire. C'était un thème qui parlait le plus, finalement, à la population et nous, à nos équipes dans l'administration. Ça fait partie en fait du même projet. Exactement. Comment est-ce qu'on peut appliquer justement cette transition nutritionnelle en Polynésie? Alors, il va falloir prendre du temps, parce que c'est pas demain qu'on y arrivera. Mais effectivement, les modifications de comportement alimentaire, c'est vraiment long et c'est quelque chose qu'on va travailler au fur et à mesure, mais on se laisse du temps. Et surtout qu'on va s'attaquer à de très mauvaises habitudes en Polynésie. C'est ça. Et quels vont être les différents leviers qui vont nous permettre de faire comprendre à la population que c'est nécessaire? Alors, il y a plusieurs leviers qu'on a déjà mis en place à la direction de la santé, et notamment à travers les enfants. On croit beaucoup finalement à l'importance des enfants et à l'éducation finalement. Donc, avec nos dispositifs École en santé, on éduque les enfants alors à différents thèmes de la santé, mais il y a aussi l'alimentation. Donc, et on espère toucher comme ça ainsi les familles finalement à rapporter des bonnes connaissances et à développer toute cette partie-là en fait. Par propagation, on va dire. Exactement. Philippe, quels sont les enjeux de la transition alimentaire pour la Polynésie? Alors on va dire qu'il y a trois grands enjeux. Un enjeu d'abord de santé publique, avec les problèmes d'obésité, de surpoids, donc de maladies non transmissibles et tout ce que ça entraîne de souffrance et de coûts pour nos régimes sociaux. Donc c'est quand même une préoccupation majeure. Un deuxième enjeu qui est l'enjeu de sécurité alimentaire, c'est-à-dire être assuré d'avoir en permanence l'alimentation qui convient, culturellement acceptable, accessible à tous. Et nous, on parle de sécurité, c'est un point très particulier pour la Polynésie, puisqu'on est dépendant des importations pour quelle à peu hauteur, près à peu près 70% de 70%. notre alimentation, sans tenir compte d'autoconsommation, mais en gros, on est aux alentours de 60-70%. Et on a bien vu qu'il y a des risques de rupture des chaînes d'approvisionnement, et que ces risques qu'on a touchés du doigt au moment de la Covid, qu'on connaît encore aujourd'hui avec par exemple l'absence de moutarde dans les rayons, doivent nous alerter et doivent nous faire penser à des solutions pour qu'en cas de crise grave, d'une part, on puisse quand même subvenir à nos besoins essentiels. Vous y avez déjà réfléchi, On vous avez dû mettre un protocole en place? Un plan d'urgence qui existe, mais globalement, il faut que quand même tout notre système alimentaire repose sur beaucoup plus de production locale et qu'il y ait un savoir-faire en Polynésie, tant au niveau des agriculteurs, des agrotransformateurs et des habitudes de consommation, qui nous permettent d'utiliser beaucoup plus nos produits locaux et nos ressources locales, d'autant plus qu'elles sont toutes de qualité. Voilà. Et troisième enjeu, donc l'enjeu de durabilité, c'est-à-dire limiter l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Donc globalement, un coût carbone moins élevé, moins de nuisances au niveau des systèmes agricoles qui produisent donc, nos aliments. Donc effectivement, essayer de tendre vers une agriculture biologique. On a un objectif de 25% d'agriculture biologique dans 10 ans, parce que effectivement, ce qu'on mange et nos choix alimentaires ont des impacts sur l'environnement. L'ensemble des agriculteurs sont conscients de cette nécessité? Ou il faut encore expliquer, ça, comme tu dis, c'est sur 10 ans, donc vous laissez le temps? Aujourd'hui, il faut être honnête, c'est encore une petite part
faible, hein, Nouvelle génération du plutôt? nombre d'agriculteurs. Une nouvelle génération, assurément. Ça, on voit bien que la plupart des jeunes agriculteurs se lancent dans l'agriculture biologique. C'est très intéressant de savoir qu'en Polynésie, notre école d'agriculture la principale, le lycée agricole de Punou, est certifié en bio. Donc Ouais. aujourd'hui, les jeunes qui vont apprendre l'agriculture au lycée agricole, ils apprennent l'agriculture biologique. Donc on voit bien le sens, on voit bien la démarche. Maintenant, Ça va c'est prendre une génération, compliqué. quoi, Voilà, à peu près. on va dire un peu les choses comme ça. Mais par contre, nécessaire. Et est-ce que la prise de conscience est totale sur la Polynésie ou est-ce que vous vous concentrez plus sur Tahiti, on va dire, où il y a le volume de production, où les îles aussi sont aussi concernées, se sentent aussi concernées? Oui, oui, en fait, on intervient partout et les îles sont également très concernées. On a quand même la chance en Polynésie d'avoir des systèmes traditionnels qui sont par nature biologiques. Pour prendre un exemple, on a certifié toutes les taraudières de l'Ulutu en agriculture biologique et le message qu'on a fait passer aux agriculteurs, c'est de leur dire surtout ne changez rien. Et quand je dis ça à mes collègues ailleurs dans d'autres pays, je leur dis nous on dit surtout ne changez rien, on est envié, hein, parce que dans d'autres endroits, au contraire, il faut tout changer pour passer en agriculture biologique. Donc tout ça sont quand même des gros atouts, hein. Là, sur la notion d'agriculture, la prise de conscience, on sent qu'elle est prise. Pour la diététicienne que tu es, Caroline, j'imagine que les très mauvaises habitudes alimentaires, c'est un très gros chantier. Et comment réussir à bannir quelques mauvaises habitudes, on va dire, dans les 5 années à venir? Alors, c'est pas de les bannir, je dirais pas ça, parce qu'on a tous nos petits péchés mignons, si je peux appeler ça. Ouais. Donc, on veut pas bannir. C'est juste qu'on veut revenir finalement à ce qu'on mangeait un petit peu avant, en fait. Donc, on avait une alimentation beaucoup plus basée sur des produits bruts. Donc, du coup, on va chercher notre poisson, on va planter nos tarots, etc. Donc, c'est un petit peu cette alimentation qu'on veut retrouver finalement. Et certes, ça va mettre du temps, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, on a mondialisé enfin voilà, Ouais. on a des produits de Puis c'est saturé partout. en sucre, en sel, Exactement, on n'a pas du tout la même alimentation, pas du tout le même accès finalement à certains produits. Donc finalement, c'est conserver ces produits. Certes, ils existent, maintenant on les a goûtés, on les plaît, enfin, on les plaît bien, hein, parce qu'effectivement, c'est un attrait au niveau du sucre, du sel, du gras, etc. Mais c'est de revenir surtout sur une alimentation de base, avec des produits le plus bruts possible, de revenir à la cuisine, etc., etc. Alors certes, ça va prendre du temps, mais justement, la direction de la santé, on essaye de mettre en place des dispositifs pour les accompagner, de mettre en place des outils aussi pour les accompagner, parce qu'on sait qu'effectivement, on leur donne des cartes et il faut que la population se saisisse de ces ouais, cartes. parce que concrètement, comment Mmh. on fait passer un gamin du paquet de chips à un fruit frais? Bah, effectivement, déjà, c'est plus d'acheter de chips, c'est plus facile quand on n'en a pas à la maison, finalement, de ne pas en Pas de consommer. tentation. Exactement, donc ça c'est plus facile, mais c'est aussi l'éducation au goût qu'on leur donne dès tout petits. Donc ça c'est vraiment important, c'est dès tout petits, bah, leur faire goûter des fruits différents, des fruits locaux, etc. Et n'essayer de pas leur faire goûter ou pas leur mettre finalement à la visu des Cheetos, enfin des pas de Ouais, marque, ouais, voilà, des différents produits. différents gâteaux apéritifs salés. Donc ça passe par les parents. Exactement. Et les habitudes ont la vie dure. Et Mhm. j'imagine aussi, Philippe, que si on veut passer par une forme D'autonomie, d'autosuffisance, d'autonomie il faut alimentaire. qu'on oriente une grande partie de la population vers des produits qui vont nous permettre de tenir dans le temps. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il faut effectivement faire redécouvrir nos produits locaux, hein, c'est certain. Euh, mais je pense que la population polynésienne est quand même assez convaincue. Il y a d'autres problèmes que le simple appétence pour ces produits. Aujourd'hui, c'est vrai que nos produits locaux, c'est clair qu'ils sont un peu plus chers. Disons, un pouvoir calorique égal, c'est plus cher de Oui, il y a manger une du notion taro. économique qui rentre en ligne de compte, c'est Voilà, indéniable. ça c'est sûr. Et il y a aussi une question de disponibilité. On sait qu'on a encore beaucoup à faire. Si demain tout le monde voulait manger du taro à la place du riz, ben, on n'aurait pas assez de taro. Donc il y a tout un travail qui est fait sur la structuration des filières agricoles, sur le développement agricole en soi. On dispose de suffisamment de terres agricoles? Oui, au niveau des terres agricoles, pour le moment en tout cas, on a la capacité à, effectivement, le schéma directeur a évalué à 800 hectares supplémentaires pour satisfaire nos objectifs, disons à moyen terme, mais les 800 hectares, on peut les trouver et on a même encore de la Donc ça, marge. ça ne serait Oui, pas un problème. oui, non, c'est pas ça le problème. C'est vraiment la disponibilité, également les formes sous lesquelles on trouve ces produits dans les magasins, la facilité d'utilisation. Et là aussi, il y a des pistes de travail tout à fait intéressantes et déjà des choses qui existent. Plutôt que donc, de proposer le produit brut, être capable de le transformer et de le rendre suffisamment appétissant. Ça doit être, enfin quand je dis appétissant, ou attractif. Ça fait partie aussi des missions.
et Alors, pratique, ouais. je prends juste l'exemple du taro, effectivement, c'est un produit souvent qui nous dit que c'était long à cuire, que c'était compliqué, et cetera. La solution et ça reste toujours un produit but, hein, parce que c'est toujours très, très peu transformé, bah, c'est déjà de le découper, l'éplucher, le découper, le congeler, en fait. Ce genre de choses, c'est des petites évolutions, mais qui facilitent énormément la vie des familles polynésiennes. Et est-ce qu'on peut donner des conseils, est-ce que des cours sont donnés pour aussi apprendre à transformer nos produits locaux? C'est une question peut-être un peu naïve, mais si Alors on oui, doit peut-être passer par là aussi. alors transformer, faut bien voir que par exemple ce type de transformation sur le plan purement les normes juridiques en fait, par exemple du Moi, je parle de tarot transformer, c'est à la ouais, maison, hein. à la maison. Ouais. Voilà, donc du tarot congelé, pré-cuit, sur le plan juridique, c'est pas un produit transformé, c'est encore un produit brut. Après, avec la Chambre d'agriculture, on est en train de produire un livre de recettes, mais également Ah voilà. tout un tas de conseils justement pour la transformation et la conservation des produits chez soi. Donc oui, effectivement, il y a des apprentissages à faire, il y a des bonnes pratiques à connaître. Il y a toute une pédagogie Et à remettre en oui, oui, place. oui, oui, oui. Les enfants perçoivent suffisamment cette notion de changement, ou il faut déjà être un adulte et le comprendre? Non, je pense que les enfants comprennent, hein, ils ont un impact, forcément, quand ils voient leur famille, quand ils voient potentiellement leurs proches atteints de maladies, et cetera. Les professeurs, font déjà cette sensibilisation dans les écoles, donc c'est vrai qu'ils ont une vraie conscience. Après effectivement, c'est pas eux qui choisissent de ce qu'ils mangent, à la maison, de ce qu'on leur donne aussi à la cantine scolaire, donc là, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Caroline Vinet, diététicienne et chargée de projet en santé publique, et Philippe Courreau, directeur de l'agriculture. Janice, comment s'opère la transition alimentaire en Polynésie? Eh bien, les mauvaises habitudes alimentaires et la santé des Polynésiens sont intimement liées. Nous en avons parlé à plusieurs occasions dans cette émission. L'obésité atteint des chiffres importants, tout comme le diabète, chez les adultes comme chez les enfants. La transition alimentaire est donc devenue un axe essentiel dans la politique du pays. Mais des initiatives se mettent déjà en place dans les archipels sous l'impulsion des habitants eux-mêmes. Prenons l'exemple de Maupiti. 4 jeunes en contrat, aidés par un retraité de l'île, ont planté plus de 6 000 pieds d'arbres fruitiers tout autour de l'île, mais aussi sur le Motu, dans la cour de la nouvelle infirmerie et à l'aéroport de Maupiti. Du côté des Australes, les agriculteurs de l'île de Rimatara recherchent de plus en plus de compost pour leur culture et mettent en place un système de troc avec les autres habitants. L'objectif est bien pouvoir produire localement et réduire les importations. Enfin, certains n'hésitent pas également à innover. Ils proposent notamment le riz banane, tu connais d'ailleurs Philippe, qui consiste à faire bouillir la banane verte puis à la râper pour obtenir cette consistance proche à celle du riz classique. De quoi se nourrir depuis son jardin, me direz-vous. Philippe, y a-t-il d'autres initiatives de ce type qui existent déjà ou avez-vous justement des idées que vous souhaitez mettre en place rapidement? Alors oui, il y a d'autres initiatives. Je vais juste revenir sur le riz banane parce qu'en réalité, on n'a pas innové. Le riz banane, justement, c'est une recette originaire de Rimatara. C'est un plat traditionnel de Rimatara qui s'appelle le meia oro, la banane râpée. Ok. On a simplement, nous, découvert cette recette, découvert ce plat, et on s'est dit, il y a un potentiel, il y a quelque chose, il faut le développer. Donc après, notre travail, justement, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une production, entre guillemets, je veux dire, plus agro-industrielle, en tout cas mécanisée, de ce type de produit, pour pouvoir l'offrir aux consommateurs. Et en l'occurrence, le riz banane, l'objectif, ça serait d'avoir un riz, enfin disons, voilà, de la banane râpée pré-cuite, congelée, que la ménagère puisse acheter au magasin, et en 2 minutes, elle le met dans de l'eau bouillante et elle obtient le produit. Alors, il y a d'autres initiatives. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le hourou, où on a des gens mis au point un procédé de séchage de lamelles de hourou aux marquises séchage solaire. Je pense qu'il y a un gros potentiel parce que le problème de hourou, c'est une production très saisonnière, très marquée, et donc on a des moments où on a énormément de hourou, il faut le conserver. Voilà, on est en train de travailler par exemple sur la farine de manioc, qui est un très très bon produit avec lequel on peut faire énormément de choses en substitution donc à la farine de céréales.
Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a énormément et il faut vraiment maintenant, et on a la chance à la direction de la culture d'avoir ce qu'on appelle un hall technologique où on a des personnes qui travaillent sur ces nouveaux procédés, ces nouveaux produits. Et en plus, vous êtes face à une problématique, c'est que les familles veulent garder le côté pratique de ce qu'ils achètent dans les magasins, rapide et, je sais pas si on peut dire cuisinable, mais rapidement. Et donc, vous devez adapter aussi les produits de substitution et avec cette technologie. Donc, la gageure doit être assez importante. Oui, oui, c'est tout ça qui est en jeu et il y a également le même enjeu avec la restauration scolaire où il faut qu'on arrive à fournir à la restauration scolaire des produits prêts à l'emploi avec très peu de temps de préparation pour le personnel. Donc, mais tout ça se rejoint, hein. C'est au final, c'est quand même le temps de préparation culinaire. Maintenant, la vie moderne fait que la ménagère ou l'homme qui fait la cuisine, en tout cas, ne veut pas passer trop de temps à cela. Oui, il y a cette notion de temps. Une fois encore, on veut que ça aille vite. Est-ce que le côté moderne, Caroline, peut nous aider aussi? C'est que j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait des applis smartphones qui pouvaient aider au choix alimentaire. Alors oui, ça existe, notamment, pour les scannages. Je pense que tu parles. Oui, effectivement, ça existe. Alors, c'est pas une application qu'on a développée nous en Polynésie parce qu'il existe déjà plein d'applications du coup sur le marché. Elle n'est pas valable sur les produits du coup locaux, par contre. On Donc, n'a pas on a fait encore la un même petit peu le test. Et étiquetage et ainsi voilà, de suite. exactement. Et puis même, c'est l'utilisateur finalement qui doit remplir ses produits. Donc peut-être que ça existe, mais ça donne une bonne indication finalement nutritionnelle, aussi l'ajout des additifs, s'il me semble, sur certaines applications qui mettent en place. Donc c'est un peu un bon choix pour le consommateur. Après, je tends à dire que la base de la base, c'est de lire les étiquettes alimentaires. Donc c'est retourner ses produits, regarder un petit peu ce qu'il y a dessus, prendre le temps finalement et de regarder un petit peu ce qu'on mange. Donc c'est un petit peu la question Encore qu'on se faut-il être pose, quoi. capable de comprendre ce qu'il y a dessus, parce que Alors, je si parle on juste de enlève toute la... la partie Oui, des, je vais prendre l'exemple concret du E, et oui, puis il y a toute la litanie des E quelque chose, c'est incompréhensible. incompréhensible. Alors, ce que je dis effectivement, c'est à partir du moment où on ne sait pas ce que c'est l'industriel généralement qui l'a rajouté et on ne peut pas l'acheter dans le magasin. Donc là, c'est vraiment pas un produit de base. Donc là, c'est ce qu'on parle effectivement de produits ultra transformés et c'est ce genre de produit qu'on devrait limiter dans sa consommation. Après, la lecture des étiquettes, c'est vraiment juste les ingrédients. Donc, c'est effectivement, est-ce qu'il y a du sucre ou est-ce qu'il y a du sel, etc. Et des fois, on a des petites surprises par rapport à ça. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que quand on se Voilà. penche un tout petit peu sur certaines recettes, on se Voilà. rend compte que c'est saturé de sucre et de sel. Et, Voilà. donc ça, ça pourrait être déjà une piste. Oui, effectivement, oui, on tend à ça, effectivement. Philippe, dans le cadre, parce qu'on parle souvent du riz sur une des bases des repas en Polynésie, parce que ben, on base alimentation et puis ben, on a de grandes familles et donc ça permet aussi de faire de grands repas. Est-ce qu'on serait capable de cultiver du riz en Polynésie? Oui, on peut cultiver du rang en Polynésie, mais c'est pas du tout adapté en fait à nos écosystèmes. Donc c'est pour ça qu'on est assez content d'avoir quand même une idée de substitut au riz avec un produit à base de banane verte, parce que là par contre la banane verte c'est très adapté à nos écosystèmes. Voilà, faut pas rêver. Si on fait du riz en Polynésie, il sera forcément beaucoup plus cher que le riz importé. On pourra faire du riz de qualité, hein, le problème n'est pas là, mais on a beaucoup plus intérêt quand même à faire de la banane verte, à faire du taro, à faire du uru et à modifier les habitudes de consommation plutôt que vouloir produire en Polynésie des choses qui sont en fait peu adaptées à nos écosystèmes. Donc là, voilà, donc il faut faire comprendre ça. Il faut qu'on tende à remplacer le riz à un moment ou à un autre. Et Non, remplacer, moi je n'irai pas en jusque-là. Je veux dire, partie. chaque produit, voilà, il faut garder une diversité dans son alimentation, hein, il ne faut pas se refermer complètement. Mais sur des politiques publiques, dans l'ensemble, globalement, si on veut améliorer ce qu'on appelle encore une fois la sécurité alimentaire, et puis, il faut effectivement diversifier les sources d'approvisionnement. Et la banane verte et le riz Meyaoro est un très très bon candidat pour être un substitut au riz. On l'a testé en riz cantonné dans les cantines, ça marche très bien. Les enfants le Donc, le consomment et le mangent sans problème. Si je pourrais juste rajouter un point, et effectivement, d'un point de vue nutritionnel en plus, la banane verte est quand même de meilleure qualité. Donc, on a quand même plus de fibres, etc., et plus de vitamines, de minéraux. Donc, on est quand même sur un produit qui apporte finalement à la santé plus de points, en quelque sorte. Donc, Donc, c'est un mix des deux qui, effectivement, nous permettent d'atteindre l'équilibre alimentaire. dans la notion de transition alimentaire, il y a aussi le gaspillage alimentaire qui est à revoir. Euh, Qu'est-ce qu'il en est sur la Polynésie? Est-ce qu'il y a des lois qui sont applicables et on tend vers quoi aussi?
Alors, effectivement, on a quelques actions dans le cadre d'écoles en santé. Donc, du coup, on incite finalement à faire attention au gaspillage alimentaire. Mais c'est surtout, notamment, là, le SPCPF, le syndicat des promotions des communes, qui lutte vraiment tous les jours auprès de la restauration scolaire du premier degré à limiter le gaspillage alimentaire. Parce qu'en limitant finalement le gaspillage alimentaire, donc là, pour le coup, dans la restauration scolaire, mais aussi dans les familles, on a plus d'accessibilité finalement à d'autres produits parce qu'on limite nos dépenses, on fait attention, Le etc. coût est impacté. Voilà, donc potentiellement, on peut aussi acquérir d'autres aliments de meilleure qualité. Donc c'est ça aussi, voilà, arrêtons d'acheter un petit peu en gros, grosse consommation, etc., finalement, qui est un peu imposée dans notre société aujourd'hui. Mais justement, achetons ce qu'on a besoin réellement. Voilà. C'est important de, effectivement, et je ferai le parallèle, alors, effectivement, restauration scolaire, mais ce qui se passe également dans une famille. C'est ça. Restauration scolaire, on travaille beaucoup avec, par exemple, la cantine de TV Utah, qui est assez en pointe sur ces sujets-là. Et le chef cuistot a d'abord, dans un premier temps, a pesé tous les restes de repas. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'ils donnaient trop à manger. Les portions servies étaient trop importantes. Donc ils ont réduit la taille des portions. Les élèves peuvent se resservir quand ils veulent. Il n'y a pas de souci, mais globalement, il y a beaucoup moins de pertes. Et avec les économies réalisées, eh ben, ils ont pu introduire des produits locaux plus coûteux sans changer le prix de revient finalement à l'année. De même, dans une famille, c'est assez important quand même d'évaluer la quantité de nourriture qui sera préparée pour essayer d'ajuster à la bonne portion. D'abord, ne pas inciter les gens à se resservir une fois, deux Oui, de fois, trois manger quand fois, on a parce que faim le et plat est d'arrêter de toujours manger quand plein. on n'a plus faim. Voilà. Et donc, c'est aussi un enjeu, effectivement, hein. Et donc, le gaspillage alimentaire, ça concerne tout le monde. C'est aussi des pratiques quotidiennes, mais c'est peut-être pas forcément naturel, mais il faut essayer d'aller avec cette prise de conscience. On parle beaucoup de upcycling, donc de réutiliser aussi pas mal de produits. Ça peut être aussi un axe pour faire changer les habitudes. Alors, oui, effectivement, il y a des aliments qui sont aujourd'hui jetés parce qu'il y a pas forcément la connaissance. Et là, je parle au niveau des feuilles de patates douces, finalement. Beaucoup ne savent pas qu'on peut les consommer, et c'est notamment le cas de plein de feuilles comestibles disponibles en Polynésie. Alors, surtout, c'est peu cher. C'est accessible finalement dans pas mal de jardins aussi. Et au niveau nutritif, c'est super, c'est un légume, donc on peut clairement en manger à volonté. Donc ça, c'est génial. Donc la Polynésie pourrait nous fournir et peut nous fournir beaucoup de choses très intéressantes. La notion de tropical est bien là et on l'a un peu oublié quand même. On a parlé beaucoup de légumes et de féculents, mais qu'en est-il de, on va dire, de la viande et de la volaille? Est-ce qu'on pourrait réduire nos consommations et aller vers une autosuffisance dans, dans une, allez, dans une décennie, on va dire? Protéines animales, on va dire qu'on a effectivement, nous, la ressource poisson, hein, qu'il faut développer. En fait, les diagnostics qu'on a fait, là, les études qu'on a menées ces dernières semaines, hein, montrent il y a très certainement un message à faire passer, des actions à conduire pour que finalement on consomme davantage de poissons, moins de viande. On est aujourd'hui gros consommateur de viande en Polynésie. Alors ça a des impacts également sur l'environnement, c'est effectivement sur le plan nutritionnel, ça en a d'autres. Et donc il y a une substitution qui peut être faite avec le poisson de manière beaucoup plus marquée. Et en plus, on a des Ça, poissons de qualité. voilà, ça fait partie des actions qu'il faut conduire de manière coordonnée avec la direction des ressources marines notamment. Après, on a une toute petite production de viande bovine qu'on va maintenir parce que c'est important, là aussi, c'est un savoir-faire qui existe et c'est bien de le conserver, c'est bien aussi pour nos paysages, puis il y a des gens qui vivent de ça. Ouais, Voilà. moi, je ne parlais pas de la Oui, remplacer, oui. au contraire, Non, mais mais c'est peut-être diminuer, ou la diminuer, ou pour la viande diminuer. bovine, peut-être l'augmenter un petit peu puisqu'elle est qualitative, et essayer de remplacer, mais c'est peut-être utopique de ma part, le quantitatif par du qualitatif. Voilà. Enfin, on parle beaucoup maintenant du régime flexitarien, C'est où ça, on voilà. diminue la consommation de viande, on essaye d'introduire davantage de poissons, mais on ne se l'interdit pas, hein. Voilà. Alors, effectivement, on est vraiment sur enfin, une variété des sources de protéines différentes, que ce soit animales ou végétales, avec les légumes secs notamment. Donc, effectivement, aujourd'hui en Polynésie, les constats sont faits qu'on est des gros mangeurs de viande. Donc, si on diminue effectivement pour manger quand même d'autres choses, hein, c'est pas supprimer son alimentation, mais effectivement, ce que tu as très bien dit, c'est déjà mangeons déjà nos portions en fait qui sont adaptées. Les 4 steaks finalement aux roulottes, on n'a pas besoin de 4 steaks aujourd'hui à manger, donc peut-être qu'un seul, ça nous suffit pour bien vivre, en fait, tout simplement. Et comment on va réussir à le faire comprendre? Je sais que je pose la question plusieurs fois, mais ça devient, on est dans une notion, ça devient vital, quoi. Mm, Ça devient cruellement urgent. Donc, comment on peut réussir à faire changer ces habitudes qui nous mènent vers le mur?
C'est vraiment, comme je Je sais que tu répète, pas hein. quand je suis alarmiste comme ça, mais c'est une réalité. Donc, Oui, oui, je sais. Mais on mise beaucoup sur la nouvelle génération. C'est vrai que, alors on entend parfois dire que bah, les adultes, c'est déjà un peu trop tard. Alors non, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Pour le coup, les enfants sont vraiment une source énorme, je pense, pour l'éducation. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'éducation déjà dans les structures de la direction de la santé, hein. Dès que les patients sont vus, bah, on essaye de prendre du temps aussi pour les éduquer par rapport à ça, leur donner finalement toutes les connaissances. Parce que parfois, les gens ne savent pas aussi, en fait, bah, quelle est la portion qu'on devrait manger par jour. Bah, c'est pas évident non plus à savoir. On entend beaucoup de choses finalement sur les sites internet. Donc nous, là, la direction de la santé, on est en train d'établir finalement les lignes directrices pour mettre en place finalement des recommandations polynésiennes, donc adaptées aussi à la Polynésie, et de les transmettre à tous les professionnels. On a l'objectif aussi de les communiquer derrière à la population et de développer aussi des actions en ce sens. eh Puis, bien, on va rester sur cette note très positive. Et n'oublions pas que la jeune génération est peut-être plus au fait de ce qu'il faut faire, donc on va les écouter un petit peu plus aussi. Philippe, merci. Caroline, merci. Ravi de vous avoir accueilli sur ce plateau. J'espère qu'on a pu expliquer deux, trois petites choses assez intéressantes et qu'on va peut-être changer nos habitudes alimentaires. Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Alors, sur TNTV ce soir, retrouvez à 19h votre magazine Yaurana, à 19h35 la finale de Hot Fridge et enfin à 20h40 la grande battle musicale. Merci Janice. Bon week-end avec TNTV. À lundi.